Merci beaucoup de me proposer de venir vous écouter. La loi m'oblige à déclarer mes conflits d'intérêts. Les médecins, quand ils parlent de soins, doivent déclarer leurs conflits d'intérêts. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, les anthropologues, c'est pareil. Normalement, quand ils font une recherche, ils doivent dire quel est leur positionnement de chercheur par rapport à leur objet de recherche. C'est ça, non? Donc, je donne souvent des conseils à des soignants qui développent des soins non conventionnels. Je le fais bénévolement. Je donne aussi souvent des conseils à des firmes pharmaceutiques. Je ne le fais pas bénévolement. Je n'ai jamais prescrit, je suis pédopsychiatre, je n'ai jamais prescrit de soins non conventionnels à mes patients, mais il m'est arrivé de le suggérer à de mes proches. Alors je suis sûr que vous vous demandez pourquoi, je ne répondrai pas à cette question, peut-être dans la discussion. Alors, donc en 20 minutes, je vais vous parler de 3 points. Alors, le pitch de mon intervention, c'est que de mon point de vue, les médecines alternatives non conventionnelles, etc., font peur. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et c'est pour ça que ça suscite une telle ébullition dans les médias. Il n'y a qu'à voir tout le choc qu'a déclenché la tribune dans le Figaro des médecins généralistes sur l'homéopathie, enfin, etc., et qui a conduit à des remboursements plus ou moins directement. Donc elles font peur. Pour plein de raisons, en particulier parce qu'elles posent la question de l'évaluation et puis elles interrogent nos croyances. Voilà. Alors, premier point, vous avez vu dans la présentation de Patrice Cohen qu'en fait, on n'arrive pas à les nommer. Et ça, il n'y a pas besoin d'être lacanien pour savoir que si on n'arrive pas à nommer quelque chose, c'est que c'est un symptôme. Et en fait, c'est un symptôme de quoi? Je pense que c'est un symptôme qu'on a peur, parce que si on arrivait vraiment à les nommer, elles existeraient, elles seraient là. Et ça serait bien embêtant de les voir comme ça, individualisées. C'est une interprétation. Alors, et au-delà de la difficulté à les nommer, il y a la difficulté à les délimiter. Qu'est-ce qui relève d'un soin non conventionnel? Alors moi, je m'amuse avec les collègues de dire, alors ils disent, oui, la mésothérapie, etc. Et la psychanalyse? Ah oui, mais alors, c'est pas pareil. Oui, mais pourquoi c'est pas pareil? Alors ils disent intervention non médicamenteuse. Alors la chirurgie, c'est une INM, c'est pas médicamenteux. Ah oui, mais alors c'est pas. Et les pacemakers, c'est pas médicamenteux. Ah oui, mais alors, oui. Alors finalement, alors pourtant on voit bien ce qu'ils veulent dire. L'acupuncture, c'est pas pareil que la chirurgie, on est bien d'accord. Mais pourquoi? Alors il y a cette histoire que ça repose pas sur la science. On retrouve ça souvent. Mais je ne vais pas vous expliquer qu'en fait, qu'est-ce qu'une science? Qu'est-ce qui repose sur la science? On ne va pas s'engager dans ce débat en 20 minutes, mais vous savez tous que c'est plus compliqué que ça. Alors après, on va entrer dans des choses plus concrètes. Alors, il y a des collègues qui disent, finalement, tous ces soins non conventionnels, en fait, ils n'ont pas été évalués et ils ne sont pas sous-tendus par une théorie légitime. Enfin, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Et aujourd'hui, quelle est la théorie légitime en médecine? La biologie. Et en fait, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, la chirurgie, pourquoi ce n'est pas un soin non conventionnel? Parce que c'est étayé par une théorie légitime. Quelqu'un a une appendicite, c'est parce qu'il a un appendice inflammé, donc on l'enlève, donc il va aller mieux. Vous voyez, le soin est sous-tendu par une théorie forte, parce que la chirurgie, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas tellement évaluée. La chirurgie n'est pas tellement évaluée. Il y a peu d'études randomisées qui évaluent les soins chirurgicaux. La société ne le sait pas, mais c'est juste une réalité. Pareil, la kinésithérapie, qui n'est pas considérée comme un soin non conventionnel, n'est pas tellement évaluée. Pareil pour l'orthophonie. Et alors c'est là qu'on retrouve la psychanalyse. En fait, la psychanalyse a été évaluée. Il y a des essais randomisés qui évaluent les thérapies psychanalytiques. Il y a même des méta-analyses publiées dans le JAMA avec un impact factor à 14, etc. Et elle est sous-tendue quelque part par une théorie plus ou moins légitime. En tout cas, il y a des dizaines de milliers de pages sur la théorie psychanalytique. Et donc c'est pour ça que c'est dur de dire que la psychanalyse est un soin non conventionnel, même si elle n'est pas sous-tendue par la biologie.
Alors, premier point, donc on ne sait pas les nommer, donc ça challenge. Et c'est un symptôme. Deuxième point, il n'y a qu'à voir, c'est une tâche aveugle de la santé publique. C'est très impressionnant de voir. Récemment, vous avez entendu, hein, il y a un projet de loi, un projet de règlement ou de loi qui a failli passer, disant que quand vous allez acheter une tronçonneuse, il fallait avoir un permis pour utiliser la tronçonneuse. C'est pas une blague, hein. Parce qu'on est susceptible de se faire du mal, et donc il faut un permis pour utiliser une tronçonneuse. Vous pouvez acheter un matériel de cryothérapie, mettre une plaque, vous êtes cryothérapeute, vous allez mettre dans des cabines des gens à une température de moins 90 degrés, moins 70, vous n'avez besoin d'aucune formation, personne ne vous demande quoi que ce soit. Donc vous voyez à quel point, en termes de santé publique, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Dans un cas, vous voulez couper des arbres, vous êtes responsable de vous achetez une tronçonneuse, on va vous demander un permis. Dans l'autre, vous proposez à des gens de les mettre dans une cabine, et là, on ne vous demande rien du tout. Si ce n'est pas un déni de santé publique de l'utilisation des soins non conventionnels, et c'est pareil pour tous les soins non conventionnels. Vous pouvez mettre une plaque disant que vous êtes hypnothérapeute, tout ce que vous voulez. Personne ne va dire quoi que ce soit. Et donc, politiquement, c'est complètement inconcevable. On ne peut pas laisser nos concitoyens comme ça. Or, on le fait. Or, on le fait. Alors, pourquoi on le fait? Parce qu'on a peur de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on a peur? Parce que d'abord, si on commence à dire que c'est un problème de santé publique, il va falloir dire quels sont les bons hypnothérapeutes, quels sont ceux qui ne sont pas bons, et sur quelle base on va le dire, et il va falloir les évaluer, et il va falloir dire qu'est-ce qu'une bonne formation, et ça va coûter de l'argent, où on va le trouver, et puis en plus, comment on va définir ça, quels vont être les experts, quelle est la revue de la littérature internationale. Mais en fait, l'hypnothérapie, il y en a des dizaines de formes différentes, et on ne va pas s'en sortir. Donc comment on ne va pas s'en sortir? On ne fait rien. Et puis en plus, si on commence à rentrer dans le business des soins non conventionnels, on va rentrer dans la question des croyances des patients. Et c'est un tabou, et ça on y reviendra dans la troisième partie. Et la Direction générale de la santé n'a sûrement pas envie de rentrer dans les questions de croyances des patients. Alors deuxième point, évaluation. Alors bien sûr, tout le monde est d'accord aujourd'hui, même les psychanalystes, même les lacaniens, il faut évaluer les soins. Alors la question c'est comment, et là en fait on dit il y a une méthodologie reconnue, mon œil. C'est plus compliqué que ça. En fait, il y a vraiment une tension sociale au niveau de l'évaluation des soins. C'est une tension historique qui date de la charnière du XVIIIe au XIXe siècle, où en fait il y a eu d'un côté, pour le dire en France, Claude Bernard, de l'autre côté les épidémiologistes. Donc Claude Bernard, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la légitimité de faire une appendicectomie dans la crise appendiculaire. C'est que quand on a mal dans la fosse iliaque droite, on a une appendice inflammée, ça on le voit en faisant des autopsies. Donc il est logique d'enlever l'appendice. Donc on va dire au chirurgien, allez-y, c'est logique. C'est-à-dire j'ai trouvé la cause de la maladie, je trouve un soin qui lutte contre la cause, donc le soin est efficace. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'évidence-based médecine. Ça repose sur une théorie de la maladie et du soin. Et ça a admirablement bien marché avec les antibiotiques. On a trouvé la cause de la tuberculose, on a trouvé dans des boîtes de pétri comment tuer le bacille de Koch, on a guéri des patients. Et ça s'est passé un peu comme ça. Et ça a été bien sûr une révolution extraordinaire. Mais en parallèle, en fait, c'est faux. C'est-à-dire que vous savez que quelle est la cause du cancer du poumon en général? C'est le tabac. Une fois que quelqu'un a un cancer du poumon, le fait que ça soit dû au tabac n'a plus aucune importance pour le soigner. Donc en fait, trouver la cause des maladies n'a pas grand-chose à voir avec le soin, bien souvent aussi. Et donc du coup, pour évaluer les traitements, en fait, la pensée bernardienne n'a pas suffi. Il a fallu aussi une pensée statistique qui est née à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, vous voyez que la pensée statistique n'a rien à voir avec la pensée bernardienne. Ils se détestent mutuellement. Les biologistes considèrent les statisticiens comme des imbéciles, parce qu'il n'y a pas de pensée derrière, et les statisticiens prennent les biologistes pour des gens qui dépensent de l'argent sans que ça serve à quoi que ce soit aux patients.
Et donc il y a une tension. L'INSERM, par exemple, c'est le lieu de la pensée biologique. Le PHRC, le Programme hospitalier de recherche clinique, c'est le lieu des gens qui font des statistiques. Alors, ils se détestent, mais ils ont réussi à trouver un modus vivendi pour s'arranger. C'est le fait qu'en fait, finalement, tous les deux, dans leur paradigme, ils ont des patients universels et des soins industriels. Vous voyez, pour le biologiste, le patient est universel parce qu'il a un foie, deux reins, un poumon, tout le monde a un foie, un cœur, tout le monde. Donc, tout le monde est pareil, tout le monde a de l'ADN, etc. Et puis, pour le statisticien, le statisticien s'intéresse à des patients moyens et tout le monde est amalgamé aux patients moyens. Et donc, du coup, vous avez des patients universels et vous avez des soins industriels, l'emblème du soin industriel étant le médicament qui est complètement industriel. Et en pratique, c'est pour ça qu'on se compare à un placebo. On se compare à un placebo parce que c'est le stigmate des retrouvailles entre la pensée biologique et la pensée statistique. On fait un essai, c'est statistique, on se compare à un placebo pour montrer que ça fait vraiment quelque chose, on va faire plaisir aux biologistes. Et puis on va développer la notion de soins spécifiques et de soins non spécifiques. Le soin spécifique, c'est vraiment le contenu de la pilule. Le soin non spécifique, c'est tout le reste. Et vous voyez où je vais en venir, c'est que à partir de cette pensée, eh bien, il y a en fait une disparition de ce qui fait la singularité à la fois du médecin et du malade. Puisque en fait, dans la pensée du soin industriel et du patient universel, on soigne des maladies, puisque on ne soigne plus un malade, on soigne des maladies qui sont des malades qui se ressemblent tous. Et de façon aussi curieuse, est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'études qui recherchent l'interaction entre les caractéristiques d'un médecin et l'efficacité d'un traitement? Il y a des milliers d'essais randomisés qui sont faits pour évaluer les médicaments. Jamais on recherche l'interaction entre le genre du médecin, l'efficacité du traitement, son âge, etc. Alors qu'on a les données. Et donc c'est comme s'il y avait une tâche aveugle qui était qu'en fait tout ce qui est singulier, tout ce qui est du registre de la relation est mis dans ce qu'on appelle le soin non spécifique et il est mis à côté. Et là, bien sûr, les soins non conventionnels, en fait, ils sont que là-dedans, de mon point de vue. Ils échappent à la notion de soin spécifique, ils sont dans tout ce qu'on appelle le soin non spécifique, et comme le soin non spécifique, c'est du placebo, c'est rien, les soins non conventionnels sont rien. En fait, le fait de les appeler soins non conventionnels et de les mettre là-dedans, c'est vraiment la réaction d'une classe dominante médicale qui s'est construite autour de la notion de soins industriels et de patients universels. Alors j'en arrive à la question des croyances. Alors là aussi, ça c'est une tâche aveugle du monde de la médecine. Les médecins ont besoin de croyances. Ces croyances sont des mécanismes de défense parce que être médecin, en fait, c'est dur. Parce qu'on a la mort en face de soi, et la mort est un problème pour tous les humains, et pour gérer ce problème, il faut se construire des représentations des mondes, de la mort, etc. Et donc, le médecin a des croyances. Et en fait, comment il conceptualise son univers, le médecin, dans sa vie médicale, parce qu'il y a des clivages souvent entre la vie médicale et la vie personnelle. Pour le médecin, alors je vais prendre un jargon anthropologique pour taquiner les anthropologues, pour le médecin, il y a une physicalité moléculaire, c'est-à-dire que, en fait, le monde physique, c'est de l'ADN, etc., etc., et c'est comme ça. Et il y a une intériorité qui a disparu. En médecine, aujourd'hui, quand un patient a un problème avec son intériorité, on appelle un psychiatre. C'est juste une réalité du soin. Et donc, l'intériorité a disparu du champ de la médecine. Or, ce qui se passe, c'est que, en fait, quand vous êtes malade, il se passe quelque chose de très particulier que l'on oublie toujours. On peut tous faire une expérience. Vous avez tous un cœur et en fait, vous ignorez tout de ce qu'il est. Alors vous pouvez vaguement vous l'imaginer, mais en fait, il est à l'intérieur de vous, vous le sentez battre, vous ne le verrez jamais de toute votre vie, et pourtant il est vous le toucherez jamais. Et donc, ce qui se passe, c'est que le jour où vous êtes malade, votre corps se rappelle à vous,
et ça désunit votre individualité. C'est-à-dire le fait que vous soyez un tout univoque, le jour où vous êtes malade, ça explose. On pourrait dire qu'être malade, c'est un moment psychotique. Eh bien, le soin, en fait, normalement, le soin, un de ses premiers buts, c'est une réunification du patient autour de ce moment psychotique. C'est pour ça on doit examiner les patients. Quand on examine le patient, le médecin, en parlant, réunifie le corps et l'esprit. Je vous touche, je dis, ah ben là, vous avez mal quand j'appuie là, j'appuie dans votre corps, je sens les organes, on sent que le médecin, il sent l'organe, et en plus, il me parle et il me dit, vous avez mal. Je réunifie le corps et l'esprit, et je donne du sens à la maladie. Je vous explique pourquoi vous avez mal. C'est pour ça que les patients ont tellement besoin qu'on leur explique ce qu'ils ont. Ça ne suffit pas de guérir les patients, il faut leur expliquer ce qu'ils ont. Il faut donner du sens à la maladie. Et le problème qui se passe, c'est que aujourd'hui, on n'examine plus les patients, ça c'est autre chose, encore que dans les soins non conventionnels, la question se pose aussi. Le rapport du corps aux soignants dans les soins non conventionnels n'est pas le même que dans ceux de la médecine classique. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand je vais parler au patient, je vais parler avec mon vocabulaire et je vais lui parler avec mes croyances. Et le patient, il sait très bien que le médecin lui parle avec ses croyances. Sauf que les croyances du patient ne sont pas les mêmes que les croyances du médecin. C'est-à-dire que le patient n'a pas comme croyance qu'il y a une physicalité moléculaire et qu'il n'y a pas d'intériorité. Et donc aujourd'hui, on a un clivage entre la conception du monde du médecin, qui est formé comme un scientifique, premier et second cycle des études médicales, 600 heures de cours de biologie au sens large, entre 0 et 15 heures de cours de psychologie médicale. Donc vous voyez comment est formé le médecin et comment il est construit dans ses croyances. Eh bien, le patient en face, certes, il vient là pour qu'on soigne son infarctus du myocarde, mais pour mettre du sens dessus, eh bien, il a du mal à en trouver. Et du coup, qu'est-ce qu'il lui reste? D'aller voir d'autres formes de soignants avec d'autres formes de croyances. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien qu'on s'intéresse au problème des soins non conventionnels, c'est bien, mais il faudrait en parler jusqu'au bout. Merci pour votre attention.